Bonjour, mesdames et messieurs. Euh, je me présente, je suis Alan Williams, je fais partie du comité scientifique d'Unitoire, sur la section sciences. Et c'est la section sciences qui a le plaisir de proposer cette conférence d'aujourd'hui. Euh, c'est le printemps qui arrive, euh, les arbres se réveillent et donc les conférences sur les arbres se réveillent aussi. Notre conférencier aujourd'hui est bien connu de certains d'entre vous. Il s'agit de Roger Ver, qui a obtenu un maths classique à Genève, au Collège Rousseau, avant de virer complètement dans un autre sens en faisant un diplôme d'ingénieur forestier à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Ensuite, il est revenu où il a occupé diverses fonctions autour du monde, je dirais, si j'ose dire, végétal à Genève, notamment au Jardin botanique et à l'école horticulturelle de Lullier. Il est surtout connu pour avoir dirigé le service d'espace vert et de l'environnement à la ville de Genève. Ensuite, il a ouvert sa propre cabinet de consultation qui existe encore, qui s'appelle Sequoia et Gardens. Et pendant ce court temps, il est revenu cette fois à l'État de Genève pour l'Office de l'agriculture. Il s'est aussi occupé des arbres. Euh, Monsieur Weir a aussi été très actif dans la vie non horticulturelle. Il a été présent dans de nombreuses fondations et associations et a notamment été député au Grand Conseil pendant 3 mandats, 12 ans. Donc, il a aussi écrit, je pense qu'il en parlera, un excellent livre sur les arbres à Genève. C'était la personne indiquée pour inviter pour une conférence sur le sujet. Donc, je vous cède tout de suite la parole. Alors, cher monsieur le professeur, mesdames et messieurs, merci de l'accueil. Puis, je dois dire que je suis impressionné par la fréquentation, par la présence d'autant de monde. J'espère que je répondrai à vos attentes, mais c'est évidemment bien volontiers que j'ai répondu à l'invitation de monsieur le professeur pour venir parler des arbres. C'est vrai que j'ai passé un certain nombre d'années sur ce sujet. Alors, le titre de ma conférence est Arbres à Genève, un patrimoine remarquable, et je vais plus particulièrement, sur la deuxième partie, vous parler des arbres remarquables. Vous avez fait mon CV, donc je n'ai pas besoin d'insister, sinon qu'actuellement, j'ai toujours une activité de consultant sur les arbres. Je travaille aussi bien sur Vaud que moi sur Genève, avec des architectes qui ont des difficultés avec la législation sur la protection des arbres que j'ai appliqué pendant les 10 dernières années. Bon, avant, ben, j'en dépendais, et puis les 10 dernières années, il y a l'Office cantonal agriculture et nature, comme chef de la section arbres et forêts, j'appliquais la loi sur la protection des arbres. Celle sur les forêts, c'était un peu moins compliqué. Celle sur les arbres, ça appelait beaucoup de présence, et puis j'en reparlerai. Donc, léger plan avec évidemment une introduction. On parlera d'histoire. À Genève, on verra que quand on parle de parc, on parle d'arbres. On est obligé de parler d'histoire. Je vous parlerai évidemment un peu de la loi, des nombreuses directives qui sont là pour protéger les arbres, l'inventaire cantonal et évidemment, on passera en revue un certain nombre d'arbres dits remarquables qui se trouvent effectivement dans l'ouvrage qui a été fait avant que je parte. Alors, quand je dis qu'à Genève, on ne peut pas parler d'arbres sans parler d'histoire, c'est que si aujourd'hui on a un tel patrimoine, c'est qu'il y a plusieurs siècles, Genève a connu des gens, des personnalités qui avaient des grandes propriétés, qui avaient des grands jardins. C'était des vieilles familles, des familles qui étaient bien engagées dans la cité et qui ont tout de suite eu cet intérêt pour l'arboriculture, la dendrologie, la botanique, les sciences en général. Alors, depuis le XVIIe siècle, ces propriétés privées, pour la plupart, ont été richement arborisées, ornementées, et finalement, c'est avec l'histoire que ces grandes familles
certaines ont légué au pouvoir public. Alors, des fois, c'était la ville de Genève, des fois, c'était le canton, des fois, certaines communes. Et c'est ce qui, au bout d'un moment, notamment en ville, quand elle a reçu et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait tellement de propriétés à entretenir, qu'ils ont développé des services d'entretien. Et c'est marrant parce que c'était plutôt les communes qui avaient une meilleure proximité avec les citoyens et avec ces propriétés qui ont développé des services qui s'appelaient à l'époque parcs et promenades, services d'entretien, après services espaces verts et environnement, services aujourd'hui, ça a été repris il y a une quinzaine d'années, services d'environnement, mais ça regroupe tout. On a juste heureusement évité les services de biodiversité, parce que ça aurait pu, vu la mode du moment, aussi arriver. Biodiversité, c'est un autre terme, je l'aborderai évidemment aussi, mais là, je reviens sur l'histoire. Quand la ville de Genève s'est rendue compte qu'elle avait finalement besoin de jardiniers pour entretenir toutes les propriétés dont elle avait hérité ou qu'elle en avait acheté, eh bien, en 1863, ils ont nommé un premier jardinier-chef. Et pour la petite histoire, c'était un monsieur Nitschner, qui venait de France, mais qui était le responsable des serres des Rothschild. Donc, il avait déjà construit des serres, il entretenait la belle propriété à Gentot, et lui, il a été nommé 1863. En fait, moi, quand j'ai été nommé comme responsable des espaces verts de la ville, là, on revient en 85-87. Au début, je n'étais pas trop occupé et je me suis intéressé à savoir ce qui s'était passé avant moi et les autres qui étaient avant moi. Et c'est là que j'ai trouvé dans les annales du conseil administratif une date où ils nommaient officiellement, dans leur séance du mercredi matin, un jardinier-chef responsable des parcs et jardins de la ville de Genève. Son bureau était au Bastion. À l'époque, au Bastion, il y avait déjà le jardin botanique qui avait été créé par De Candolle, Augustin Pyramus de Candolle, qui viennent de fêter leurs 200 ans. Bon, ils ont déménagé depuis. Et il y avait des frictions. Ça n'allait pas toujours très bien entre le jardinier de terrain assez bourru, sûr de son fait, et le jardin botanique qui était plutôt dépendre de l'université, de professeurs, de recherche, et moins directement, en tout cas au début, axé sur l'entretien des bastions et des autres parcs. Donc c'est intéressant de voir que cette date, finalement, elle affecte au début le service des parcs. Mais déjà en 1863, c'était une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, c'est 240 personnes. Quand j'y étais, on était 220. Donc c'est effectivement Genève, c'est à peu près 300 hectares de parcs, c'est 25, 26, 27% de la surface de la ville. C'est important. Évidemment que ça s'est passé pour la ville de Genève, j'en parle un peu plus parce que j'y étais, mais on a connu ça dans d'autres communes, que ce soit Aunay, que ce soit Meyrin, Carouge. Toutes ces communes ont des services assez importants pour l'entretien des espaces verts et ça s'est notamment développé ces 30 dernières années. Maintenant, dans les années, Genève a connu un développement dans les années 60, les fameuses 30 glorieuses, un gros développement. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, c'est que finalement, on a tellement construit, on a coupé des arbres, que dans les années 60, les gens ont réagi. Dans les années 70, on est les premières personnes qui s'attachent aux arbres, on est aux minoteries, et c'est finalement cette réaction des gens qui s'est traduite par une intervention au Grand Conseil, où dans la loi sur la protection de la nature, on a fait une base légale pour protéger les arbres. Et de cette base légale, le conseiller d'État, le conseil d'État, on va dire, c'est celui qui était responsable de l'agriculture et un peu de la nature, qui était chargé de ça, ils ont fait un règlement sur la protection des arbres. Ensuite, ce règlement, il a été plus ou moins sévère, mais il était extrêmement contrôlé et il a rendu, en tout cas, la protection des arbres très efficace. J'en reparlerai parce qu'ensuite, c'est en 1999, avec l'arrivée de M. Robert Kramer, conseiller d'État, lui, il l'a dépoussiéré et mis de façon plus pratique pour l'application de la protection des arbres. Ensuite, si ça ne pouvait pas suffire, l'administration, elle a développé toute une série de directives. Aujourd'hui, il en existe 8, ces directives
qui explique comment il faut planter, comment il faut transplanter, quand il faut demander l'abattage. Il faut même demander, parce qu'il faut savoir, vous voulez abattre un arbre à Genève, que vous êtes privé ou public, vous devez solliciter une autorisation auprès de l'OCAN, donc le fameux Office cantonal agriculture et nature, à la section arbres. Et là-bas, votre demande est analysée. Il y a 4 ou 5 techniciens arbres. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont encore un de plus. Et eux, ils analysent la demande. Elle est publiée dans la feuille d'avis avec quand l'autorisation est là. Et il y a un mois pour réagir. Et à Genève, tout le monde a qualité pour agir. Donc, je vous laisse imaginer que ça, il y a des moments, c'est très compliqué, puis il y a des moments, ça va mieux. Mais j'ai passé 30 ans de ma vie à expliquer pourquoi on devait couper les arbres. Donc j'expliquais bien sûr qu'on était surtout là pour replanter pour les 100 prochaines années. Ce n'est pas toujours facile à expliquer, mais c'était la réalité. Et aujourd'hui, ces directives, elles sont en révision. J'ai envie de dire, j'espère bien qu'elles ne vont pas devenir encore plus compliquées, mais qu'elles sont un peu plus pratiques. Je reviens, ça c'était la petite partie pratique, on en reparlera. Si après il y a des questions, ben, on répondra avec grand plaisir. Pour reparler des familles et des noms qui sont liés aux arbres, évidemment, je ne peux pas vous parler d'arbres sans parler des deux Candolle. C'est une dynastie. Il y a eu Augustin Pyramus, créateur du jardin botanique, son fils Alphonse, qui était presque plus fort que son père. Alphonse, il a fait la liste de toutes les plantes utiles d'un point de vue agricole et horticole dans les années 1850 et c'était vraiment très très utile, très très bien. D'ailleurs, quand son père a été nommé par le conseil administratif, ils l'ont rappelé de Montpellier où il était le directeur du jardin botanique, un des plus anciens jardins botaniques de France, lié, comme c'était le cas à l'époque, à une faculté de médecine. Et bien, quand il est revenu, 1817, il y avait la famine, il y avait la fameuse explosion d'un volcan, il y avait peu de soleil l'été, et au jardin botanique, on lui a demandé d'essayer de faire des plantes qui pourront nourrir la population. Ça a duré 2 ans. Bien sûr que lui, c'est pas ce qui l'intéressait le plus, parce que c'était un vrai botaniste, c'était pas du tout un agronome. Mais enfin, il a fait ça, et son fils s'est ensuite un peu spécialisé là-dedans. Ensuite, il y a encore eu Casimir, le petit-fils, qui était encore prof de botanique, il a laissé moins de traces. Et j'ai cité Roger, parce que Roger de Candolle, qui habitait au Vallon, qui était bon, il n'est pas le dernier descendant, parce qu'il y a toute une dynastie des de Candolle, mais lui, il m'avait fait venir quand j'étais jeune assistant au jardin botanique pour venir voir sa collection d'arbres qu'il avait plantés lui-même. Bon, il était banquier, mais il était président de l'International Dendrology Society, donc il était président à l'international de la société pour les arbres. Et donc, c'était intéressant. Bon, c'était déjà un homme âgé, mais il était très, très intéressé. Puis, il avait quelques moyens qui lui permettaient de faire des belles plantations. Ensuite, j'aime bien citer Jean-Jacques de Seillon. C'est un homme connu. Il représentait Genève à Paris. C'est ce qu'on appelait à l'époque un conseiller d'État. Et surtout, il s'est battu contre la peine de mort. Mais finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus ici. C'est lui qui a ramené dans un chapeau, dit-on, le premier cèdre du Liban et qu'il a planté à Beaulieu. Il habitait au-dessus de la gare, propriété Beaulieu, qu'aujourd'hui une école primaire. Et il a planté l'arbre devant, qui existe encore. On dit qu'il a été planté en 1735, à l'époque avec M. Second, puis avec M. Rossetti, qui étaient les conseillers administratifs. On a replanté un jeune. Et récemment, le service des espaces verts d'aujourd'hui a replanté encore un magnifique cèdre qui vient de la pépinière de la ville. Donc, ça a l'avantage d'être sûr que ce cèdre, il vient bien du Liban et qu'il est d'origine. Parce que ces cèdres, ils ont presque fait toujours le même parcours. Ils venaient du Liban, ensuite ils allaient par les relations Liban-Angleterre à Kew Garden, Kew Garden, c'était le centre du monde botanique, qui avait des relations avec tout le monde, Saint-Pétersbourg, Paris, Genève, et le début des États-Unis, Pennsylvanie et autres. Et là, de Paris, ben, de Seillon qui avait des relations, il en a ramené un chez lui. Et depuis là, il y a eu cet engouement, notamment pour les cèdres. On en a plus de 200 sur le territoire de Genève, et qui sont pour la plupart en bonne forme. Alors, ce n'est pas que des cèdres du Liban, parce qu'il y a aussi le cèdre de l'Atlas. Au Liban, il y a encore des belles forêts de cèdres, bien sûr,
Mais il faut savoir que les Phéniciens, qui étaient des navigateurs, ils ont beaucoup coupé d'arbres pour faire leurs bateaux. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, où on n'est pas très sûr, mais ils ont envahi le monde par l'eau. Ensuite, bah, il y a eu les guerres, etc., qui n'ont pas fait du bien. Mais aujourd'hui, il y a encore des très beaux vieux cèdres au Liban. Sinon, il y a le cèdre de l'Atlas, qui est lui Maroc, Algérie, dans la fameuse montagne l'Atlas. Et là aussi, il a été introduit parce qu'il pousse un peu plus vite et puis il est moins gélif. Et après, aussi bien en Angleterre qu'en France que chez nous, ces cèdres qui sont génétiquement pas très éloignés, ils s'hybrident. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on reçoit un cèdre d'un jardin, on n'est pas sûr d'où il vient. Et pour un jardin botanique, ou bien même pour une lignée dans un parc, ce qui est important, c'est d'être sûr de l'origine. Quand on parle d'un cèdre du Liban, on aimerait bien que génétiquement, ils viennent vraiment du Liban. C'est pour toute la végétation comme ça, mais tout ne s'hybride pas. Mais ces deux cèdres, ils s'hybrident. Après, il y a encore le cèdre de l'Himalaya, il ne s'hybride pas trop. Il est plus élégant, à mon avis, on en montrera. Et puis, il y a un tout petit sur Chypre, il y a un cèdre de Chypre. À l'époque, les botanistes ont mis des noms différents à toutes ces espèces. Les plus récentes recherches et travaux en taxonomie, notamment à Kew Garden, ils disent tous que c'est du cèdre du Liban, donc Cedrus libani, mais avec des variétés géographiques. Ça simplifie un tout petit peu, mais d'ici qu'on parle du cèdre du Liban en général, il faudra encore quelques générations. Moi, en tout cas, je parlerai toujours du cèdre de l'Atlas ou du cèdre de l'Himalaya et du cèdre du Liban, parce que ça correspond, à mon sens, plus à la réalité. Ensuite, Boissier, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu ma star. Boissier, c'était un grand monsieur, extrêmement riche, et vieux protestant de Genève, mais avant tout scientifique. Lui, il a passé sa vie, bon, les gens géraient ses affaires, il était propriétaire du lac jusqu'à Gentot, il a épousé une fille de là-bas, et puis après, il a acheté à Choulet, au Miolans. Lui, il était tellement intéressé par la botanique qu'il a passé sa vie à faire des herbiers, qu'il a ensuite légué au jardin botanique, qui sont des herbiers de grande valeur. Et il a fait toute la flore de l'Orient, Flora orientalis, donc il a beaucoup voyagé, beaucoup d'écrits de plantes, fait les planches de référence, est vraiment un grand scientifique. Et pour nous, enfin pour moi, le plus important, à un moment, il a décidé, il avait lu qu'il y avait un sapin spécial au sud de l'Espagne, et il est allé en Andalousie. Et il faut imaginer, c'est pour ça que j'aime bien raconter l'histoire. Il est parti de Genève avec, bon, il avait les moyens, donc il y avait, je pense, 5, 6 carrosses avec son personnel, ses meubles, ses habits. Et il est parti du sud de l'Espagne. Déjà, quand on arrivait au bois de la Bâtie, c'était dangereux. Donc il faut imaginer, quand il a passé la frontière, puis il a continué. Alors, il est arrivé au sud de l'Espagne, vers Malaga, là-bas, dans ces montagnes. On lui a montré, il a décrit Abies, ça veut dire sapin, et Pinsapo, de Pinsapar, qui est le sapin en espagnol. Et il l'a ramené. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que quand il est allé là-bas avec son épouse, elle a attrapé la maladie et elle n'est pas revenue. Donc, il était en 1835 la première fois, il est retourné après en 1839, et lui, il a ramené ce sapin d'Espagne, il les a plantés à Vendeuvre sur Miolans dans sa propriété, et c'est un sapin qui pousse sur du calcaire, qui tient donc le chaud, qui n'a pas besoin de trop d'eau, et qui résiste au froid. Donc, c'est un sapin très intéressant. Puis en plus, il y a des plus ou moins bleutés, donc d'un point de vue ornemental, ça vaut la peine. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau forestier pur, il n'est pas intéressant parce qu'il a trop de branches. Donc les forestiers, vous savez qu'on aimerait des arbres carrés, sans branches, pour faire des poutres et des planches. Eh ben, le pin sapot, c'est le contraire. Il est pas très. Bon, il vient quand même à 20 mètres, mais il a des branches toutes les 10 centimètres. Donc pour faire des planches, il a des branches toutes les 10 centimètres. Pas terrible pour faire des planches. Mais enfin, voilà, ça c'était Boissier. Son côté étonnant, c'est que il croyait pas trop à l'évolution. Donc, il était contre Darwin. Lui, il faisait partie des gens qui pensaient que Dieu avait créé le monde en 6 jours, le dimanche s'est reposé, puis ça s'est arrêté là. Donc, j'ai jamais bien compris ça. Il n'a jamais admis que les choses évoluaient. Alors que quand vous observez les fleurs, quand vous observez les arbres, même sur 50, 70 ans, la vie d'un adulte, ben, vous voyez que ça change. Vous voyez qu'il y a des formes différentes, qu'il y a des hybrides, puis que ça évolue. Eh ben non, lui, il n'a jamais cru ça. Donc ça, c'était le côté
je dirais un peu obscur de la force, parce que c'est quand même étonnant de penser ça. Ensuite, de Saussure, lui, c'est le Mont Blanc, c'est encore des vieilles familles. Horace Bénédicte, c'est celui qu'on connaît le plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que son père, Nicolas, il a ramené des États-Unis, en lui ou ses gens, le premier catalpa. Et c'était la preuve déjà que dans leur jardin, ces familles voulaient montrer qu'ils avaient été ailleurs et ils plantaient des arbres d'ailleurs. Ils ne plantaient pas que des hêtres et des sapins ou bien des arbres d'ici. Au contraire. Et par exemple, qu'en Suisse allemande, à la naissance, que ce soit à Berne, en Argovie ou Zurich, la naissance d'un enfant, on plantait un tilleul. Dans ces familles, on plantait un tulipier, également une espèce qui vient des États-Unis, une espèce forestière là-bas, une espèce ornementale chez nous. Donc voilà de Saussure. Ensuite, Marc Micheli, lui, on en parle parce qu'à Jussy, il a bien marqué le passage. La famille Micheli, ils existent encore aujourd'hui. C'est des gens qui sont arrivés avec la réforme, avec la révocation de l'édit de Nantes, donc des vieilles familles protestantes. Et autour du château de Jussy, il a fait un très beau jardin botanique qui était réputé et qui aujourd'hui, il reste deux, trois essences qui montrent qu'il y avait des choses spéciales, mais l'intérêt, il n'est plus le même. Maintenant, il y a d'autres intérêts. Bon, il y a une ferme, il y a du vin, il y a des cochons laineux, etc., mais il n'y a pas que des arbres. Je cite aussi le parc d'Edmond de Rothschild, aujourd'hui Ariane, à Prony, parce que dans le livre sur les arbres remarquables, je l'avais sollicité vu que l'État n'avait pas d'argent pour faire un livre, il fallait aller chercher ailleurs. Moi, à Genève, c'est relativement possible. Et elle avait participé, et quand on travaillait avec l'équipe de jardiniers de Rothschild, ils sont à peu près 12 jardiniers, mais ils sont aussi soumis à la loi, enfin, au règlement de la protection des arbres, et quand ils voulaient abattre, eh ben, les techniciens arbres ou moi, on allait, on discutait, ils devaient abattre, mais il fallait replanter, et on avait des très bonnes relations. Et c'est pour ça que leur propriété, elle restera euh, une belle collection d'arbres. D'ailleurs, j'ai envie de dire, du baron, ils avaient négocié que la propriété revenait à l'État au décès du fils du baron. Et bien sûr que ça a été renégocié parce que le fils du baron, il est décédé, donc il est décédé il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ça reste encore privé, même que la propriété appartient au Rothschild. Et personnellement, j'ai envie de dire, je préférerais que ça reste privé, même si tout le monde ne peut pas y aller, mais au niveau de la protection des espèces et de l'espace, c'est la meilleure garantie d'une belle conservation. Sinon, il faudrait quand même mettre un peu des lois, puis pas avoir du pique-nique, des grilles partout, une place de jeu, une pataugeoire, etc. Donc, tant reste privé, bon, l'espace vert et les arbres échappent à ça. Je ne sais pas si ça durera encore bien longtemps, mais là, il y a quand même 4 filles qui sont là. Puis, ouais, elles ont 20 ans, donc ça va encore durer un moment, je crois. Voilà pour la. Ça, c'était mon côté un peu historique. En partant pour la ville de Genève, pour être plus concret, ben, Parc Lagrange, par exemple. Parc Lagrange, William Favre, en 1800, en 1905-1910, l'a donné aux eaux vives, parce qu'à l'époque, c'était la commune des eaux vives. Mais ça les a inspirés, parce qu'à côté, ils ont acheté le parc des eaux vives qui appartenait à Louis Favre, et qui a fait le tunnel, et qui est décédé à la fin du tunnel. Et c'est sa fille qui a repris la propriété. Et puis finalement, ça n'a pas marché très bien, elle a fait faillite. Et la commune des eaux vives a fait une souscription pour acheter ce parc. Il faut imaginer, bon, il y a un banquier qui les a aidés aussi, mais ça fait rien. La commune a engagé plusieurs fois son budget annuel. Imaginez aujourd'hui, quand on parle de la campagne Massé, on discute alors que c'est un petit pourcentage du budget de la ville de Genève. À l'époque, les eaux vives, ils ont mis 3 ou 3 fois et demi le budget. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on était en pleine campagne. Comment imaginer ou comment remercier la clairvoyance de ces magistrats, de ces élus qui se sont dit, ça, on va y bloquer comme espace vert. Aujourd'hui, c'est en pleine ville. Et c'est 30 hectares, les 2 parcs, pour le public. Et là, c'est merci aux autorités, merci aux banquiers qui a aidé. Plantamour, qui a vu le parc Compo, la même chose. Un scientifique
je le vois, qui s'intéressait au lac. Lui, il a donné le parc Morpeau, comme c'est à côté des Paquis, qui avaient déjà à l'époque quelques petits soucis de comportement, d'alcoolisme et autres. Il a dit le parc sera public, mais il n'y aura pas de débit de boisson. Et c'est encore valable aujourd'hui. Il y avait une serre, on voulait faire une espèce de débit de boisson exclu, donc c'est devenu consacré à des botanistes qui font de l'animation et de l'enseignement pour les ados et les jeunes. Parc Bertrand, là aussi, grand scientifique, couru à travers le monde, il avait cette grande propriété. Quand il est décédé, il a décidé de la laisser à la ville. Il faut imaginer, c'était en pleine campagne. Il y avait ce parc, tout autour c'était vert. Quand vous regardez une photo aérienne aujourd'hui, il n'y a que des barres d'immeubles. C'est le résultat des années 55, 60, 70. Puis les quelques villas qui restent, ben, elles ont été démolies pour refaire des immeubles. Et finalement, si ce parc n'avait pas été donné à la ville, à la communauté, avec une clause comme quoi ça serait inconstructible, eh bien, il n'y aurait même plus ça, c'est certain. Ben, l'autre chance, pour nous, c'est que la famille Bertrand, monsieur et madame Bertrand, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, c'était plus facile. Sinon, il fallait partager 2 villas, on repartage 3 villas, puis finalement, on fait une voirie, puis on fait un immeuble. Donc là, le plateau de Champel, merci monsieur Bertrand pour ce parc. À Milulin, ça c'est le domaine du Saugy, on est à Gentot, on en parlera, il y a un magnifique cèdre remarquable, il y a eu toute une polémique parce qu'il y a une rangée, c'est un immeuble, une maison de maître qui appartient à l'État, ils y font des formations de temps en temps, des réceptions, et c'est un très beau coin, c'est public, mais les marronniers, à bout d'un moment, il fallait les abattre. Et il y a eu énormément de polémiques là-dessus, comme chaque fois, parce que tout le monde pense qu'ils étaient en pleine forme. Et puis là, c'était M. Fouvy, mon ancien directeur, qui est l'inspecteur cantonal des forêts, à ce titre responsable du service des arbres, qui a dû aller confronter à la population, expliquer. Et monsieur le professeur m'a expliqué que ce n'était pas évident. C'est jamais évident, mais c'est quand même toujours juste d'aller expliquer. Ensuite, on peut parler des propriétés Budet, propriété Turrettini, ça c'est le parc Agnauer, notamment au Grand Saconnet, Campagne Montrian, qui est aujourd'hui la légation du Brésil, qu'on peut visiter, mais c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas le droit de fermer, mais si on discute, on peut faire des visites, et puis ils veulent quand même se protéger pour des questions diplomatiques. Voilà. Turrettini, je les cite, ils ont un quai. Il y en a, ils étaient 2 frères. Il y en a un, il était conseiller administratif et avant procureur. L'autre, c'était un ingénieur, et c'est eux qui ont légué le bois de la bâtie à la ville de Genève. Là aussi, le bois de la bâtie, c'était au nord de la ville, c'était mal famé. Aujourd'hui, il est au centre-ville, et c'est magnifique d'avoir ce coin de nature, même si c'est très, très couru, mais c'est organisé pour recevoir tout le monde. Et c'est grâce à cette famille Turrettini, donc tous ces gens-là, faut être reconnaissant, et Genève a eu énormément de chance pour ça. Maintenant, il y a une autre façon aussi d'avoir des parcs, la promenade des Bastions, les anciennes fortifications. Quand les choses se sont calmées en Europe et qu'il n'y avait plus besoin de regarder dans le sud pour voir qui c'est qui venait nous attaquer, là je parle quelques centaines d'années après l'escalade, eh bien c'est devenu des coins de promenade. La Treille, c'était comme ça, c'était un coin très ensoleillé, on parlait du petit Languedoc, les gens se promenaient, de visaient, et très vite on a planté d'abord des noyers, ensuite des tilleuls, tout ça, il faisait tellement chaud que ça n'a pas été. Et finalement, quand le marronnier est arrivé du nord de la Grèce, ils ont planté des marronniers. Et ça a bien tenu. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne viendrait pas trop à l'idée de changer, même que ce n'est pas la bonne espèce pour cet endroit là-bas. J'en veux pour preuve le parking de Saint-Antoine. On est en 93-94. Il y avait des marronniers. Ils perdaient leurs feuilles à partir du 15 juillet. On voulait on a tout démoli pour faire le parking. Et il y avait moi, j'avais proposé qu'on mette des micocouliers de Provence. Donc, une espèce du sud. Ça me permet de faire un petit aparté sur le climat urbain qui a toujours été plus chaud qu'en campagne. Les géraniums qu'on mettait autour du 1er novembre, ils duraient plus longtemps en ville qu'à Jussy ou à Vuilly. Il faisait plus froid là-bas. Et puis en été, il fait beaucoup plus chaud, notamment à cause du béton, de la réverbération et du soleil. Donc, il fallait des essences qui tiennent le froid, qui ne soient pas trop exigeantes en eau et qui supportent la chaleur. Et donc là, on pense Méditerranée,
on pense Turquie, on pense Amérique centrale, enfin Amérique du Nord, mais le Sud, et on arrive à des essences exotiques, mais qui résistent. Et le micocoulier, c'est le top pour la ville. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, il y a eu toute une polémique à l'époque entre ceux qui voulaient défendre les marronniers et puis Michel Rossetti qui a défendu les micocouliers. Puis aujourd'hui, cette promenade, elle est magnifique. Il a fait de la musique. En plus, le micocoulier, il fait un ombrage agréable, alors que le marronnier, il fait un ombrage humide, un peu désagréable. En plus que maintenant, il souffre d'un champignon, d'un insecte. Et ça, je pense que pendant quelques années, on ne pourra pas trop planter marronnier. Il y a une ou deux espèces de ces marronniers qui sont exotiques, qui sont plus résistantes, mais on a de la peine à les trouver en pépinière. Donc voilà, le micocoulier, c'était l'essence. Très bien d'ailleurs, au-dessus du mur des réformateurs, il y en avait qui avaient été plantés en 1910, lorsque le mur des réformateurs a été créé. Et vous voyez bien que les jardiniers de l'époque, c'était déjà Nietzscher. Enfin, c'était le fils Nietzscher, le fils du premier. Il a mis des micocouliers, vu que quand on les a enlevés il y a quelques années, ils avaient une centaine d'années, ils commençaient à être un peu pourris et dangereux. Il y en a un qui est tombé au-dessus du mur des réformateurs lorsqu'on fêtait le 500e. Donc, ça a poussé notamment les élus, les magistrats, les responsables à se dire effectivement, il faut changer ça. Donc, ça a été fait. Alors voilà, ça c'est un peu sur l'histoire. Maintenant, toute cette histoire, elle a débouché sur l'inventaire cantonal des arbres, qui a commencé finalement dans les années 60, où une équipe de jardiniers, de maîtres jardiniers un peu allumés, ont passé leur congé, leur samedi, leur dimanche à inventorier les grands arbres des propriétés à Genève. Donc, inévitablement dans les parcs de la ville, mais aussi dans les grandes propriétés en campagne. Et en 67, ils ont publié ce livre, Nos arbres, où il y avait déjà plus de 60 genres identifiés, 182 000 arbres qu'on appelle aujourd'hui historiques. Bon, il y en a moins, évidemment, il y en a qui sont partis. Et il y avait déjà 483 espèces recensées. 483 espèces d'arbres et d'arbustes. En Suisse, il y a 51 espèces d'arbres. Et si on prend les arbustes, on peut dire 160. On peut discuter, mais pour dire que Genève, le côté exotique, mais le côté intérêt, variété, diversité, est extrêmement important. Et puis finalement, quand moi je suis arrivé à Locan, on m'a dit, bon, on a des photos, etc. Ils avaient des photos de Bella, vous avez mandaté un magnifique photographe. Et je me suis dit, bon, on va faire cet ouvrage pour fêter les 50 ans de cette aventure. On l'a sorti en 2017, il a été épuisé très vite. Et en 2021, on en a refait une édition. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, mais quand je vois le monde, je vous à peine le dire, j'ai 4 ou 5 livres ici. Mais on ne va pas se battre, on verra quoi. Et puis voilà, la première édition, il y avait 42 arbres, donc des arbres remarquables. Et la deuxième, mon chef, M. Fouvi, voulait absolument que je mette des arbres des forêts. Alors je lui disais, mais tu peux pas mettre des arbres des forêts, c'est pas des arbres remarquables, les critères ne jouent pas. En plus, photographier en forêt, c'est impossible. Il n'y a jamais assez de lumière. Il a dit, non, non, mais si on fait un arbre, il faut des arbres des forêts. Bon, finalement, ben, j'ai regardé avec les techniciens forestiers, bon, signalez-moi où il y a des beaux arbres. J'ai regardé avec des anciens inspecteurs, M. Joly, M. Matin, et on a réussi à trouver 5, 6 arbres. Et puis on a encore ajouté des arbres remarquables de demain, donc ceux où on estime qu'ils vont durer une centaine d'années et qui sont déjà bien. Donc ils sont un emplacement où il n'y aura pas un immeuble, où il n'y aura pas un giratoire, il n'y aura pas une troisième voie de bus ou une piste cyclable, Dieu sait quoi. Et on en a mis quelques-uns. Oui, parce que ça, c'est les dangers des arbres remarquables en ville, évidemment, hein. Alors, comme je vais vous présenter un certain nombre d'arbres remarquables, c'est quoi un arbre remarquable? Alors là, il faut reconnaître que les Français avaient un peu d'avance sur nous, euh, notamment parce que en France, c'est le maire de la commune qui décide. Il n'y a pas de protection des arbres comme on connaît ici. Et à un moment, il y a eu beaucoup de discussions et de drames. Et dans les années 70, plusieurs personnes, des professeurs d'UNI, de botanique, des juges, se sont mis ensemble, ont créé une association Arbres, et ils ont développé avec les citoyens le concept d'arbre remarquable, avec leur définition. Bah, arbre remarquable, il est remarquable. Voilà. On peut, après nous, sur Genève, on a adapté ça. Enfin, moi, je n'étais pas encore là, mais
pour ça que je cite Bertrand Favre, qui était mon adjoint et qui aujourd'hui est responsable de l'environnement à la commune de Plan-les-Ouates. Et on a expliqué ça dans le livre en faisant une somme de points puis une espèce d'approche avec des critères objectifs, des critères subjectifs. L'inventaire de 76, ben, l'arbre qui avait été inventorié, on savait, on lui donnait 2 points. L'intérêt dendrologique, ben, c'est une espèce rare, si c'est un épicéa ou un foillard ou bien un noisetier, ça ne vaut pas obligatoirement grand-chose. Donc là, petite graduation, 4, 2 ou 1 point. Bien sûr, la dimension, parce que l'arbre remarquable, c'est sûr, vous passez à côté, vous ne pouvez pas le rater. Vous êtes obligé de vous arrêter, puis il fait réflexion. Pour moi, ça, c'est le premier critère. Voilà, aussi les points. Ensuite, les critères subjectifs, c'est plus discutable. La forme, l'esthétique, l'aspect pittoresque, s'il est complètement tordu, s'il est vraiment beau, un magnifique arbre pleureur. Mais ça, c'est très personnel, là. Par exemple, pour un juge au tribunal, quand vous lui dites, mais cet arbre, il me plaît, il est beau, je l'ai planté à la naissance de mon fils, le juge, il s'en fiche complètement. Il dit, oh, mais ça n'a absolument pas une valeur. Alors que nous, dans les arbres remarquables, on le compte. L'intérêt historique, l'arbre dont on sait qu'il a été planté par De Candolle au Bastion, ben, ça fait des points. S'il est au milieu d'une forêt, un chêne qui a poussé tout seul, ben, bien sûr qu'il a son rôle à jouer, mais ce ne sera pas un arbre remarquable. Puis la situation, justement, le platane de la place du cirque et le platane derrière l'université au Bastion, c'est des arbres qui ont leur rôle à jouer. Et ainsi, on arrive à un système de 20 points, et pour être remarquable, il faut en avoir 12. Ça a le don d'être quand même relativement cadré. Et en fonction de ce système-là, il y a quelques années, après, il n'y a pas besoin de regarder chaque année, on avait 220 arbres remarquables à Genève. Donc c'était déjà compliqué d'en choisir une quarantaine ou une cinquantaine. On l'a fait. Et puis, généralement, ce qu'on regardait encore, c'est que ces arbres, même dans les propriétés, ils soient abordables. Il y a des propriétés privées, on peut aller, puis d'autres, pas du tout. D'ailleurs, avant de commencer ma petite tournée sur les arbres remarquables, je vais encore dire qu'une des spécialités de Genève, quand on donne une autorisation d'abattage, quand c'est dans votre jardin, ben, on va vous demander de remplacer. Aujourd'hui, on dit que quand on coupe un arbre, il faut en remplacer 3. Ah, je ne peux pas trop partager ça, parce que quand dans une propriété, on a 2 ou 3 érables, et puis qu'on enlevait un pour que les autres puissent se développer, je trouve un peu aberrant de demander d'en planter 3 devant le jardin qui fait 100 mètres carrés, alors que l'arbre, quand il sera grand, il ferait 200 mètres carrés de surface. Mais bon, ça se discute, et puis voilà. Par contre, quand vous achetez quand un promoteur ou un architecte achète une parcelle pour construire, pour l'exemple de 3 villas, bien arborisées, il fait 2 barres d'immeubles, un garage souterrain. Nous, je dis nous, local, ils évaluent la valeur des arbres en fonction d'une directive qui avait été faite par l'association des chefs des parcs des villes suisses. Très vieille directive qui date de 67. J'ai participé dans les années 90 à la rénovation et la mise à jour de ça. Et en fonction de cette échelle de valeur, assez simplement, on trouve une valeur à un arbre. Et la valeur, ben, on l'additionne, et sur votre parcelle, vous avez par exemple 100 000 francs d'arbres. L'État va vous dire, OK, on vous donne l'autorisation, vous devez garder celui-là, donc vous construisez autour, mais vous devez replanter pour 100 000 francs. Et bien souvent, ben, quand vous avez construit votre garage et l'immeuble, il n'y a plus de place, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de pleine terre. Alors après, les arbres en pot, comme ça ne compte pas. Donc, vous plantez pour 30 000, vous venez avec un projet fait par un paysagiste, on vous dit, ouais, d'accord, on vous dit oui, non, ça va pas. Et puis, les 70 000 qui restent, ils vont à un fonds, le fonds arbre. Et Genève a la chance d'avoir eu ce fonds, parce que dans ce fonds, il y avait pas mal d'argent, et cet argent, il permettait soit de participer à l'entretien de beaux arbres, mais aussi bien chez le privé. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que le privé, il a un statut, il a une belle propriété, qu'il a obligatoirement les moyens pour entretenir son arbre. Des fois, ils s'en fichent. Et des fois, ils n'avaient pas envie que l'État vienne voir. Moi, je leur disais, mais on vient et on paye la moitié. Vous devez le faire. Puis lui, il me dit, oh non, mais moi d'abord, je n'ai pas envie que les fonctionnaires viennent chez moi. Et puis, ça ne m'intéresse pas du tout de discuter avec vous. Bon. Souvent, ça se passait mieux, mais ça demandait un peu de temps. Et puis finalement, on expliquait que c'était pour le bien de l'arbre. Parce qu'un toilettage d'un arbre, ça coûte cher.
C'est pas simplement couper l'arbre en bas, le ramasser, puis le brûler ou en faire des planches ou quoi que ce soit. Donc, il faut savoir comment on intervient. C'est un travail de spécialiste, c'est un travail qui est assez coûteux. Et ben voilà, souvent, malheureusement, euh, les privés eux-mêmes n'avaient pas trop envie d'entreprendre ça. Donc, avec le fonds arbre, ce qui restait de l'argent qui n'avait pas été replanté, on pouvait faire ce genre de travaux. On pouvait aussi aider un propriétaire qui voulait planter un arbre chez lui et puis le payer. Mais lui, il avait après signé un contrat pour qu'il l'entretienne, pas qu'il le laisse 2 ans, puis il l'enlève. Donc, ça permettait pas mal de souplesse et de favoriser la plantation des arbres. Donc maintenant, on va faire un petit tour de ces arbres remarquables. Alors, évidemment, il n'y a pas tout, hein. Je vais montrer ceux qui sont pour moi le plus imposants. Un tilleul, c'est une essence indigène. Celui-ci, il est dans une propriété à Preusinges. Il est visible depuis l'extérieur et il est magnifique. Il fait 25 mètres de haut. Alors, généralement, ces arbres remarquables qui sont isolés, ils ne sont pas très hauts. En forêt, si vous allez dans le canton de Berne, les sapins, ils font 50 mètres. Parce qu'ils n'avaient pas de place pour pousser, donc ils allaient en hauteur. Quand il est tout seul au milieu d'un champ, ben, l'arbre, il s'étend. Il ne s'occupe pas trop de pousser en hauteur. Il n'y a pas besoin. Lui, ce qu'il veut, c'est s'étendre, faire de la surface foliaire pour qu'il puisse absorber du soleil, faire de la photosynthèse et pousser. Donc là, très beau tilleul. Ici, un pin. Alors là, voilà, on verra plusieurs de ces espèces qui sont au miaulant. Dans l'ancienne campagne Boissier, il y a encore des Boissiers qui habitent, hein, bien sûr. Et ça reste ouvert. Et ce pin noir, il est absolument magnifique. Il n'est pas très haut, il est presque aussi large que haut. Et la petite histoire là, c'est qu'il est dans un champ. Alors il y a un paysan, et le paysan, lui, évidemment, dès qu'il perd des mètres, il perd des sous. Donc là, on a eu affaire à un paysan intelligent qui était d'accord de ne pas aller avec son tracteur jusqu'au tronc et de laisser à l'aplomb de la couronne que ce ne soit pas labouré. Quand vous labourez là, vous abîmez les radicelles, ce qui sont le chevelu. Ces fines radicelles, c'est elles qui absorbent l'eau. Les grosses racines, elles font qu'ils tiennent debout. Mais on a besoin des radicelles et de tout ce complexe chevelu qui nourrit l'arbre. Et là aussi, il y a eu des dégâts de neige lourde, les branches sont tombées, donc on a intervenu et l'État a pu aider pour alléger la couronne, faire en sorte que la neige traverse, que les branches cassent moins, favoriser une mise en évidence de la charpente. Voilà, ce pin noir, il est visible, il est magnifique. Celui-là, il est très étonnant. Au milieu d'un champ, et c'est un châtaignier. Les songes à Genève, c'est le chêne, on peut le être, mais absolument pas le châtaignier. Le châtaignier, c'est sur terrain déjà pas calcaire, plutôt acide. C'est le Tessin, c'est le sud du lac Léman. Et voilà. Et là, au milieu d'un champ, il y a un arbre énorme où il y a du pâturage. Et là aussi, on a réussi à discuter avec l'exploitant, l'agriculteur, pour qu'il soit d'accord de temps en temps qu'on mette une petite barrière pour qu'il n'y ait pas de piétinement. Alors, une fois, je discute avec un paysan, il me dit, ouais, mais enfin, au Jura, il y a des vaches partout. Puis je dis, non, mais il y a 2 vaches sur 2 mètres kilomètres carrés. Toi, tu as 800 vaches sur 5 mètres. Donc, ça ne va pas le faire. Et ici, ben, ça allait bien parce que là, si on continuait de laisser, notamment avec la chaleur l'été, toutes les vaches dessous à piétiner, une vache c'est 600 kilos, et ben, l'arbre, il aurait crevé en moins de 2 ans. Donc là, et puis c'est un très, très beau, il est en forme étonnamment, alors qu'au roulave, où il y a des châtaigniers naturellement, ils ont la fameuse maladie depuis des dizaines d'années, et ils rejettent de souche, mais ils crèvent après 30 ans. Alors que celui-là, il doit avoir près de 150 ans. Ça aussi, très beau couple, d'If à Dardani, à la mairie, donc une maison qui appartenait à Henri Fazy, qui était conseiller d'État, c'était le petit-neveu de James Fazy, celui qui a fait Genève. Et ces deux Ifs, c'est intéressant, on peut se poser la question pourquoi ils les ont plantés ensemble. À côté, il y avait un cimetière qui n'existe plus, maintenant il est ailleurs. Et souvent, c'était une plante, comme elle est feuillage persistant, qui symbolisait l'éternité qu'on trouvait comme les cyprès dans les cimetières. Ici, ils les ont mis les deux, et surtout, ils n'ont pas été coupés, donc c'est des arbres. Ça pousse très lentement, l'if. Et il y a des arbres mâles et des arbres femelles. Les arbres femelles, c'est ceux qui ont les fruits avec un aril rouge qu'on voit bien, qu'on utilise en décoration. Et tout l'if est poison.
Donc en ville, généralement, on trouve plus d'ifs. Parce que dans les années 1880-1920, quand toutes les livraisons de mazout, d'alcool, de marchandises se faisaient avec des chevaux, ben, quand ils mangeaient l'if, ils en mouraient. Donc les ifs ont été supprimés en ville. Maintenant, on revient un peu. Mais ouais, il y a des gens qui disent, ouh, non, non, on ne peut pas mettre ça dans les préaux pour les enfants, ils vont mordre. Souvent, c'est tellement amer qu'il faut manger 1 kilo pour pas être bien. Donc, il y a peu de chances qu'on ait des problèmes avec ça. Enfin, ici, ces deux arbres sont magnifiques. Le bois, assez rare aussi, c'est le bois que les gens, enfin, au Moyen Âge, quand il y avait des châteaux, ils les plantaient autour des châteaux parce qu'on faisait des arcs et des arbalètes. C'est un excellent bois pour ça. C'est pour ça aussi qu'à cette époque-là, ça a été très utilisé. Et puis aujourd'hui, quand on veut voir des beaux ifs, eh ben, on va dans le nord de la France, on va en Angleterre, près des églises, où vous avez des ifs millénaires qui datent justement de cette époque où ils étaient vénérés, parce qu'ils représentaient l'immortalité de l'âme. Encore un arbre où on peut dire merci à l'agriculteur, aux paysans, c'est un noyer hybride. Et il est à Meigné, derrière l'église. Il a été planté en 1863, ça a été vérifié, on le sait. Malheureusement, les noix ne sont pas bonnes. Donc, le noyer, il y a le noyer qui nous a été apporté par les Romains, qui vient du sud-est, enfin de l'Asie mineure. Et puis, il y en a un qui est aux États-Unis, où c'est un arbre forestier qui devient très grand. Et cet hybride, alors il est joli comme ça, mais le bois est moins bien que l'indigène, enfin, entre guillemets, l'indigène, et les fruits ne sont pas bons. Donc ici, on l'a multiplié par bouture. Cet arbre, on a réussi à discuter, à faire mettre une barrière autour parce qu'il y avait des vaches et des chevaux. Donc il est protégé. L'État a payé une béquille parce qu'il était en train de se fendre. C'est cuissé avec le poids des branches. Donc une béquille qui soutient un peu les porte-à-faux. Et c'est un arbre qui a beaucoup de visites. Bon, maintenant, il y a un petit écriteau pour expliquer pourquoi et comment. Et c'est un joli coin et c'est un joli but de promenade pour aller voir cet arbre. Alors en automne, il est un peu jaune, mais pas longtemps. Donc c'est un peu dommage parce qu'il ne change pas trop de couleur. Donc on aime bien plutôt les arbres en automne qui changent de couleur, comme les cuits-d'en-bas ou les tilleuls, les érables surtout, même les hêtres, que ça. Mais au niveau structure et au niveau euh, grandeur et majesté, il est seul. C'est le plus grand noyer hybride de Suisse, c'est sûr. Petite collection de cèdres. Alors voilà, ça c'est un cèdre de l'Himalaya. Il est incroyable. Il est au cimetière de Saint-Georges, au bord, en face du stand de tir de Saint-Georges, au bord de la route du Pont-Butin. Et c'est un arbre, vous voyez, il est complètement tourmenté. Ça présente une lyre multiple. Il a beaucoup d'allure. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, en étant gentiment vieil arbre, il doit avoir 120, 130 ans, pas si vieux que ça, hein, mais en pépinière, c'est un arbre que j'aurais jamais pris. J'aurais dit au pépinière, celui-là, tu peux l'enlever, il ne sert à rien. Parce que même en pépinière, on cherche des arbres droits, avec des branches fines, en se disant, ben, ils se développeront après. Mais en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux arbres marquables, je me suis dit non, il faut être un peu moins sévère en pépinière parce qu'on ne sait pas ce que ça peut devenir. Donc ça, magnifique cèdre de l'Himalaya. Celui-là a aussi son histoire. À Colonie, c'est un cèdre de l'Atlas. Normalement, ils viennent très grands. L'Atlas, il peut venir jusqu'à 40 mètres. Mais quand il est tout seul, ben, il s'étale. Malheureusement, on ne le voit plus comme ça parce qu'il a pris la neige, plusieurs ouragans et il a perdu beaucoup de branches. Donc, ça me faisait mal au cœur de mettre une photo maintenant. Je me dis, il faudrait mettre une photo dans 50 ans. Moi, je ne serai plus là. Mais il va se refaire. Parce qu'autour, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus. Il y a des gens qui font du golf. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est pas grave pour l'arbre. C'est très bien même. Comme ça, il n'y a pas de sollicitation sur le sol et il va se retaper gentiment. Il faut des années, mais il y arrivera. Donc ça, c'est un des magnifiques cèdres de l'Atlas. Et ça, c'est le fameux cèdre de Beaulieu, dont je parlais avec De Seillon qu'il a ramené dans un chapeau, avec ses branches qui marcotent et qui repartent. On a dû faire une protection autour pour empêcher le préau de s'étendre ici, parce qu'un jour, il y a une branche qui est tombée, puis tout à coup, les maîtresses se sont rendues compte que c'était dangereux. On avait déjà signalé, notamment les jardiniers, qu'il fallait peut-être pas aller là, mais les jardiniers, en même temps, ils ne voulaient pas que les enfants aillent sous l'arbre, mais ils ne voulaient pas qu'on fasse une extension du préau dans la pelouse. Donc ça a mis quelques temps, quelques années,
Et finalement, on a fait le préau dans la pelouse. Et puis l'arbre, on en a replanté 2 ou 3 autour, évidemment assez loin, pour garder le souvenir de ces cèdres du Liban. Ça, c'est mon préféré. Cèdre du Liban planté autour de... Enfin, on sait qu'il est planté en 1820 par Édouard Naville, qui était une grande personnalité, maire des Eaux Vives, pour la naissance de son fils. Et il est à Frontenay. Vous ne pouvez pas le louper, enfin, vous ne pouvez pas le rater quand vous passez à Frontenay. Il est entouré de béton, de trottoirs. Puis la propriété, elle est quasiment à 1 kilomètre. Entre deux, c'est tout construit. Mais à l'époque, c'était au fond du jardin. Et puis, cet arbre, ben, voilà l'âge qu'il a. C'est incroyable qu'avec tous les travaux qu'il y a eu, mais maintenant c'est bon, il y a encore du parking, mais je crois qu'il va disparaître. Et on a fait des passages pour les mobilités réduites, etc. Et un des premiers étés où il a fait chaud, je crois qu'on est en 1986, un des jardiniers responsables vient me dire il faudrait l'arroser. Mais il n'y avait pas. Je lui dis je cherche comment il faut l'arroser, moi je ne sais rien, vu qu'il n'y a pas de borne d'incendie, etc. Et finalement, il est venu avec une idée, il m'a dit on va mettre 4 tonneaux, peindre en vert, mettre sève, on les perce au fond, puis chaque semaine on va les remplir. Eh bien, pendant les 7 semaines d'été, il recevait chaque semaine à peu près 500 litres d'eau. Et il a tenu. Aujourd'hui, le sève, ils ont un peu automatisé l'histoire, ils peuvent continuer d'arroser. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il reste. Il vieillit, il dépérit gentiment, mais il est encore en pleine forme. Et il faut évidemment tout faire pour le garder. Mais là aussi, on a dû aubaner des branches. Il y a un bus toutes les 5 minutes, il y a des voitures, il y a du monde. Donc il y a des problèmes de responsabilité, de danger. Mais là, ça vaut la peine de tout faire pour qu'il reste. Ensuite, d'autres cèdres, celui-là, il est à Colonie, en bas de la maison où réside l'ambassadeur de Suisse à l'ONU, et c'est en bas d'une combe. Donc celui-là, il est un peu plus haut, il fait 36 mètres, il est en bas d'une combe, il a de l'eau, de ruissellement, un cèdre Liban bleu, il est superbe. Alors lui, effectivement, personne ne le dérange, il y a peu de gens, même qui viennent le voir, mais il n'y a pas de circulation autour, et la terre, il est entouré de rien. Il n'y a pas de miracle, mais un arbre, c'est ce qu'il aime pour pousser, quoi. Petit tour d'horizon, j'ai parlé des Micheli, eux, ils sont à Jussy, mais ils sont aussi à Lancy. Ils ont un magnifique cèdre devant leur propriété, où eux-mêmes interviennent, entretiennent, ils sont conscients de la valeur de cet arbre, et il est visitable par l'extérieur. On ne peut pas passer dans la cour, mais par l'extérieur, on le voit. Le fameux cèdre de Saugy, la villa qui a été rachetée à Lulin par l'État, aussi un cèdre qui est le long de la route qui monte à Gentot. Il est magnifique. On a dû faire des protections. C'est une propriété de l'État, là, c'est pas la commune, pour que les gens n'aient pas obligatoirement s'amuser sous les grosses branches, parce qu'il y a toujours un risque de cassure, de chute, et la responsabilité serait engagée. Alors, une fois qu'on met une barrière, puis qu'on dit que c'est dangereux, la personne qui passe par-dessus, puis il se prend une branche, évidemment qu'au procès, ça ne sera pas facile, mais la ville ou l'État seront quand même un peu protégés. Alors, on se retourne à Violan, à Choulet, dans la propriété Boissier, avec un cèdre du Liban qui a aussi été planté dans les années 1800-1830 et qui est en pleine forme. Donc, celui de Beaulieu, c'est 1735. Hein. Il est quand même plus vieux. Et là aussi, l'État est intervenu pour faire du toilettage, aubaner, éclaircir la couronne. Le problème de ces vieux arbres, c'est quand ils sont trop compacts, avec des bises du mois de février ou les tempêtes qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans, mais qu'on a connues ces 10 dernières années, eh bien, ça casse tout. Alors, si le vent peut passer à travers, ça fait moins de dégâts. Mais bien sûr, pour faire ces travaux, ça coûte de l'argent. Alors, étonnamment, il n'y a pas d'arbre remarquable séquoia à Genève, ce qui me chagrine profondément parce que j'adore cette essence. Alors bon, je les cite quand même. Là, c'est le bosquet aux eaux vives, où, vous voyez, quand on parle de planter des arbres, j'étais une fois ici avec le maire de Genève qui me dit, ouais, ouais, ben, quand on coupe un arbre, il faut en planter deux. J'ai dit, mais il ne faut pas planter n'importe comment. Ici, la beauté de la terrasse des eaux vives, où on reçoit les grands de ce monde, hein, ça énerve des fois le Conseil d'État parce qu'ils doivent demander aux magistrats de la ville, mais c'est comme ça. Eh bien, si là-devant, on coupe la perspective sur le lac et le Jura pour planter des arbres, pour dire, moi j'ai planté 150 arbres,
ben, c'est complètement idiot. Parce qu'alors autant aller en forêt, puis c'est pas ce qu'on veut dans un parc. Dans un parc, on veut des perspectives, on veut que les arbres de côté conduisent l'œil et montrent quelque chose. Et donc pour ça, planter des arbres à tout prix, c'est parfois discutable. Alors voilà, les séquoias, à Genève, il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, ils sont encore en bon état. Et juste pour comparer, pour la petite histoire, un séquoia, alors il y a deux séquoias. Le séquoia géant, c'est ce qu'on a le plus à Genève. Maintenant, il souffre des étés chauds et on préfère le séquoia étonnamment de la côte, qui est le séquoia toujours vert, sempervirens. Le grand, c'est le séquoia géant, il a des écailles, l'autre, il a des aiguilles. Mais celui-là, c'est un qui est au bord de l'océan Pacifique, au nord de San Francisco. Vous voyez le petit bonhomme en bas, et quand on regarde comme il faut, il y a quelqu'un qui est en train de grimper à peu près à 10 mètres du haut de la couronne. Hein. Il a plus de 2500 100. Celui-là, il doit faire 100, 110 mètres. Le plus vieux, il fait 115 mètres. Ils ne disent pas où il est. Ils le protègent en pleine forêt. Pour dire que quand on est devant un monument végétal comme ça, quand on est à Sequoia Park, ou bien en Angleterre, il y en a des beaux. En France, quelques-uns aussi. Mais après, chez nous, dans le continent, ça devient trop sec. Il faut quand même une certaine humidité. Donc l'Angleterre a plus de chances que nous à ce niveau-là. Maintenant, pour conclure, je vois que le temps avance. Encore un petit tour d'horizon. Là, on est dans la maison à gauche du petit Saconnet. À droite, on est sur un arbre qui a un Pinus sabiniana, pansarine, qui a des cônes de 30 cm. Généralement, on voit ça dans des bibliothèques, dans des jardins botaniques. Celui-là, il a été déraciné par un ouragan il y a à peu près 20 ans. On a récupéré des graines, et il y a des arbres qui ont été replantés, mais évidemment, pour qu'il ait cette majesté-là, il faut quand même attendre une cinquantaine, soixantaine d'années. En bas, c'est un tilleul. Là, on est de nouveau sur les cèdres. Et puis là, encore un petit mot à gauche, c'est des sapins d'Espagne, donc les fameux sapins de Boissier, qui se trouvent dans une extension d'école dans un préau à Lancy, où l'architecte avait d'abord décidé que ces sapins, ça valait rien, parce qu'il trouvait que lui, les sapins, c'était pour les Alpes. Et puis quand c'est arrivé, ils ont signalé, moi, je n'étais pas encore là, que c'était le fameux sapin d'Espagne, et puis qu'il était intouchable. Eh bien, on a réussi, en s'arrangeant avec l'architecte qui a compris, et il a fait un aménagement qui est respectueux. On ne touche pas le sol, les enfants peuvent courir sur le deck, et puis ça joue très bien. Puis même un arrosage qui a été intégré en prévision. À droite, on est chez Rothschild. Là, c'est un calocédrus, un cèdre à encens, c'est assez rare. Celui-ci aussi, c'est un arbre, j'imagine qu'en pépinière, je ne l'aurais même pas regardé. Et aujourd'hui, 150 ans après, il est juste magnifique. Pour conclure, évidemment que la conservation de la nature et des espèces indigènes reste indispensable. Il faut toujours commencer le discours comme ça, parce que sinon, on va me dire, ouais, mais alors vous êtes contre les espèces indigènes? Non, bien sûr que non. Mais les espèces indigènes, elles ne sont pas toutes aptes à supporter ce qui va arriver si effectivement le changement climatique, pour ne pas parler de réchauffement, se confirme. On va avoir d'énormes difficultés. Et voilà, c'est pour ça que à Genève, on a une chance d'avoir une diversité dendrologique extraordinaire. On voit ce qui tient pas depuis plus de 100 ans, et on voit les espèces qui sont très bien adaptées, notamment en ville, hein, mais dans les coins les plus chauds. Et ça, c'est l'histoire et la réputation dendrologique de Genève qui, on l'a pas vu tout de suite ça, mais maintenant on le connaît. Il faut poursuivre sur cette voie et développer cette ouverture. Enfin, ce qui me paraît le plus important, c'est que quand on plante un arbre, il ne s'agit pas simplement de dire je veux planter 150 arbres ou 300 arbres, comme on peut parfois l'entendre. Il faut d'abord analyser où on va planter un arbre, comment on va le planter et surtout comment il va se développer dans 100 ans. Donc, imaginez l'endroit dans 100 ans. Si un arrêt de bus, un giratoire, ça ne va pas le faire. Et c'est pour ça que l'État a développé juste après que je sois parti, j'ai participé au balbutiement du projet. Ils ont réussi à avoir pour 100 000 arbres à peu près 200, 250 millions. C'est un peu choquant parce que je ne vois pas où on va mettre ces arbres. Mais si je prends l'exemple
d'un arbre qui a été, enfin de deux arbres qui ont été plantés vers les tours, vers le quartier de l'Étoile. Entre le déplacement des conduites, la création d'une fosse, je crois que la plantation de l'arbre, elle a approché les 50 000 francs. Alors évidemment, l'arbre, il va coûter 2000, mais tout ce qu'il y a autour, ça va coûter très cher. Donc à ce niveau-là, c'est bien, c'est une bonne prise de conscience d'avoir mis de l'argent de côté. Maintenant, le challenge, c'est de trouver la place pour planter ces arbres. Et ça, à mon avis, c'est pas encore gagné. Mais bon, il y a encore quelques années pour le faire. Et voilà, pour terminer encore, à la Perle du Lac, un magnifique platane qui, lui, elle aurait heureux. Bon, moi, j'aime bien les platanes taillés sur les quais. Je trouve que ça met en valeur notre rade. Mais quand il n'y a pas besoin de les tailler, qu'ils ont les pieds dans l'eau comme le lac, et ben, vous voyez, ça, ils atteignent 40 mètres et ils sont magnifiques. Et puis en bas, c'est encore au Soji, un cèdre de l'Atlas en plein développement. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors, merci beaucoup pour cette conférence qui nous a fait valoir la richesse qu'on ne voit pas toujours à Genève. Je pense qu'on a envie d'aller se promener à la campagne ou même en ville des fois. Cet été. Alors, nous avons évidemment le temps pour des questions. Alors, si vous pouvez, de ce côté-là, lever la main et attendre qu'on vous amène le micro, parce qu'autrement, les autres n'entendront pas la question et comprendront pas non plus la réponse. Oui, merci. Bonjour, merci pour ce magnifique exposé. Vous avez mentionné, mais pas montré, le platane de la place du Cirque. Comment il fait pour survivre, celui-là? Parce qu'il est piétiné, il Alors, est bétonné, il est... oui, oui, alors ça, on peut le dire, c'est le minimum. Ouais. Alors, ce platane, il a été planté lorsque les fortifications étaient abattues. On est autour de 1865-70, c'est la fin du règne Fazi. Ce platane se trouve à l'endroit où il y avait le fossé, notamment au pied des fortifications, mais où il y avait aussi un espèce de fossé d'eau, de nappe phréatique entre le Rhône et l'Arve. À l'époque, il y a 200 ans, c'était régulièrement inondé là-bas. Pas pour rien que les maraîchers, quand ils sont revenus de France, ils se sont installés dans ce coin, la jonction. Et aujourd'hui, ce platane qui doit avoir dans les 100, s'il était planté en 1860, il doit avoir dans les 150 ans, ce qu'on a vu, il est sur de l'eau. Ça, c'est le premier point. Après, la route, au début, c'était du tout venant. Ensuite, ça a été bétonné, je pense, à partir de 1920. Mais le pire, ça a été qu'on s'est aperçu dans les années 95 qu'il fallait faire passer le tram. Avant, il était éloigné. Ce tram, c'est 100 tonnes toutes les 10 minutes. Et là, on a demandé un pont sur les racines pour le tram. Bon, évidemment, ça a discuté au TPG, mais ils l'ont fait. Et puis, on s'est aperçu en faisant ça que dans les années 60, ce platane, il avait déjà été comblé d'à peu près 50 centimètres, vu que les vraies racines, elles sont 50 centimètres en dessous. Mais il n'y a que le platane qui résiste à ça. Si sur un hêtre, on met 3 centimètres de terre sur la surface sous la couronne, 2 ans, il est raide. Il est mort, quoi. Et donc là, cet arbre, aujourd'hui, ils le suivent, il commence à sécher, il commence à avoir des descentes de cime. Donc, une fois par année, il y a un programme entre minuit et demi et 4 heures du matin. Ils viennent avec des échelles, des élagueurs, des arboristes grimpeurs et ils le nettoient au niveau du bois sec qui est produit. Ils réparent, il y a quand même quelques pourritures apparentes. On teste et voilà. Cet arbre, c'est effectivement un miraculé. C'est comme le cèdre de Florimont. Sinon que le platane, c'est beaucoup plus solide. Naturellement, quand il vient du nord de la Grèce ou jusqu'en Iran, il pousse dans les bas-fonds des rivières où pendant l'été, il n'y a pas d'eau. Hein, et donc, il se nourrit pendant la mauvaise saison, on ne va pas parler d'hiver parce que c'est l'hiver, mais il n'y a pas de neige et puis il pleut un peu et il vit avec ça. Donc, on peut comprendre que là, alors qu'il est sur une nappe phréatique à 80 centimètres, 1 mètre, il peut se débrouiller mais il vieillit quand même. L'été, il doit réagir, il fait très chaud là-bas. Il n'y a que du béton partout. Donc, le soleil, si on prend la température à 3 heures de l'après-midi, à 1 mètre du sol, il fait 40 degrés. Mais lui, il vient de ces régions, nord de la Grèce, il a l'habitude. Donc, pour dire, c'est une essence magnifique. Bon, il a eu le champ coloré, où à Genève, on a dit tout va crever, etc. Bon, effectivement, dans le sud de la France, ça s'est mal passé. Ici,
On a beaucoup crié, puis les platanes sont toujours là. Oui, merci de votre exposé passionnant. Vous n'avez pas pu parler de tous les parcs. J'habite à côté du parc Tremblay. Là, il y a des magnifiques aussi arbres, des séquoias. Est-ce qu'on sait qui a donné ce parc Tremblay à la ville et qui a planté ces arbres, ces séquoias et autres au parc Tremblay? Alors, j'ai jamais vérifié moi-même, mais des historiens m'ont dit d'abord la propriété, c'était la propriété d'Abraham Tremblay, qui étudiait les petites bestioles dans le lac. Hein. C'était un vague contemporain de Plantamour. Plantamour, il regardait la hauteur du lac. Et Tremblay, lui, il était prof à l'Uni, et puis il regardait les insectes dans l'eau. Et lui, il avait cette propriété, il habitait dans le haut. Et par exemple, là où on joue, comme je suis de ce quartier-là, hein, où on jouait sur la petite bosse où il y a les séquoias et les cèdres, on disait que c'était là où il chassait. Alors, bon, ouais, aujourd'hui, c'est pas tellement d'actualité, mais on peut imaginer que ça devait être magnifique. Et généralement, ces gens-là, et là, et encore une fois, je reviens à De Candolle, parce que je pense que De Candolle, qui avait une telle aura à l'époque et qui vantait ses beaux-arts que les gens venaient lui montrer, puis qui faisait planter dans les propriétés, bah, la même chose. Abraham Tremblay, avec ses jardiniers qui avaient des relations, il a leur dire, moi, je veux pas que des noisetiers, mettez-moi autre chose pour que ça ait de l'allure. Et c'est comme ça que le séquoia qui a été découvert en 1840 du côté de la Californie, il a fallu une vingtaine d'années pour qu'il arrive à Kew Garden, pour quelques petites années pour qu'il arrive en France. Et à partir de 1880-1870, ils en ont planté partout. Sur Genève, c'est quand il y a eu l'expo de 1896, la fameuse expo, on a planté des séquoias partout. Et c'est des arbres qui aujourd'hui ont 120, 130 ans, qui souffrent un peu. Ils ont un peu une sénescence prématurée, notamment parce que l'été, il manque d'eau. Une des solutions, c'est simplement de les arroser. Alors quand à côté du lac, on me dit non, on doit faire des économies d'eau, je tombe par terre. Mais voilà. Je rappelais qu'en ville de Genève, la facture eau pendant l'été, ça doublait la pluviométrie. Ça veut dire qu'à Genève, il pleut 800 litres par mètre carré par année. Eh bien, nous, en ville, on remettait 800 litres entre, on va dire, fin mai et début septembre pour avoir la verdure. Alors, il y a eu un moment, la mode, c'était de pas arroser, donc les parcs étaient complètement secs. Alors, ça, à la limite, on peut s'en fiche, donc c'est pas très sympa d'aller se coucher sur du sec. Mais les arbres à côté, ils en ont souffert aussi. Et ça, moi, j'ai jamais compris, alors qu'on a des milliards de mètres cubes de litres d'eau à côté, quoi. Donc, quand on me demandait, je disais qu'il fallait arroser, c'est tout. J'aimerais être un tout petit peu provocatrice et vous demander de quelle qualité sont la chênaie à la gare de Séva de Champel. Est-ce que c'est des plantes en pot, comme vous disiez tout à l'heure, qui valent rien, ou des plantes, des Je n'ai arbres? pas dit que ça valait rien, je dis que c'est pas pris en compte Ah, comme oui. remplacement par le canne. Oui, mais en fait, comme on voit bien qu'ils ont des racines pas très Ouais, c'est des arbres profondes. qui sont plantés en butte. Bon, j'ai trouvé que le projet, au niveau de l'arborisation, c'était un peu excessif. J'aurais voulu être pépiniériste à ce moment-là, mais finalement, la nature va faire son chemin. L'arrosage est prévu, parce qu'évidemment, le rôle d'éponge du sol, il est restreint au minimum. Mais je suis étonné, il y a des arbres qui ont séché, le choix s'est fait entre les résistants et les non résistants, et ça va se développer. Le problème, c'est que si ça pousse trop serré, eh ben dans 20 ans, on va pas dire 50 ans, mais dans 20 ans, on aura des troncs et une frondaison. Parce qu'en bas, il n'y aura plus de lumière, et puis il y aura un élagage naturel qui va se faire comme ça se fait en forêt. En forêt, si vous n'avez pas de lumière, ben, vous allez dans la nuit. Par contre, aujourd'hui, la chênaie à Versoix ou à Jussy, on veut une chênaie claire. C'est-à-dire qu'on coupe des arbres pour qu'il y ait du soleil qui arrive jusqu'au sol, pour qu'il y ait un sous-bois qui se développe et qu'il y ait plus de place pour les couronnes. Donc, c'est plus obligatoirement une sylviculture de production directe. Bien sûr que sur le cycle de 100 ans, la révolution d'un arbre en forêt, en résumé, il y aura la même production de bois. C'est ça qui intéresse le forestier. Bien sûr qu'on ne va pas récolter du bois pour faire des poutres à Champel. À Champel, le rôle de cette arborisation,
Ben, c'est que ça camoufle un peu l'entrée de la gare, parce que ça a beau être un grand architecte, mais c'est quand même pas terrible. Et puis qu'ensuite, en se développant, on ait de l'ombre. Et ça, je pense que ça répondra à cette attente. Ça répondra. Parce que là, ça fait bientôt 10 ans, hein, et ça se passe pas si mal. Avec des chaînes qui ne sont pas les chaînes de chez nous, hein. Il y a des chaînes qui viennent du sud, qui viennent de Turquie, qui viennent du centre des États-Unis, et qui justement résistent au sec, résistent à la terre appauvrie. Donc, ouais, il faut jouer avec ça. Mais ça me réjouit qu'on fasse une fois un article là-dessus sur le suivi, en faisant un certain bilan avec toutes les plantations. Ouais, qu'on plante plus d'arbres pour en enlever, ça ne me dérange pas. Un forestier sur 1 hectare, quand il refait une forêt ou qu'on joue avec la régénération naturelle, il y a quasiment un arbre par mètre carré. Donc ça fait 10 000 arbres. Mais dans 100 ans, on veut en récupérer que 80, mais qui fassent 1,20 m et 12 mètres de tronc et qu'on puisse utiliser pour faire de la construction. Donc voilà, puis la vie fait qu'il faut élaguer, il faut faire de la place pour la couronne. Puis voilà. Donc, toute proportion gardée, sur Champel, il faudra faire la même chose. C'est mon tour, je crois. J'ai un microphone. Merci pour votre discours. Je voulais vous raconter un petit peu un arbre remarquable que j'ai vécu à côté pendant plus que 40 ans, c'est-à-dire le platane de Verrier, dans le petit parc du château de Verrier. Ce platane a été planté au moment que le comte de la Fléchère a construit le château qui est près de la douane de Verrier, en face de terminus bus 8. Là, ouais. Vous pouvez le voir. Ce platane date de même année, je suppose, même période que la construction du château. C'était la tradition de planter un arbre. Alors, c'est 1769. Il est marqué sur la façade du château. C'est une propriété privée, une PPE. Mon appartement appartient maintenant à ma fille, mais je peux vous dire que l'entretien était assez coûteux, mais très, très, très bien. Mais surtout l'arrosage. Depuis le canicule de 2003, on était beaucoup plus alerte à ce problème, et ça, c'est des milliers de litres par année qui va là. Platane Blas du Cirque, c'est 300 litres par jour qu'il a besoin, hein. D'accord. Alors, une petite anecdote. En 2015, Verrier a fêté d'abord l'attachement de Genève à la Confédération et en même temps l'attachement de Verrier à Genève, parce qu'avant c'était leur savoir. Vous n'avez pas le choix, hein. Sur le traité de Turin. Et il y avait une visite au château. Il y avait 40 personnes Verrier qui sont allées là-bas. Et moi, j'étais chargé de recevoir ces groupes. Mais il y avait quelqu'un de mémoire de Verrier habillé comme comte de Fléchère qui m'a, disons, pris toutes les anecdotes que j'avais du château, sauf que juste 3 semaines avant cette occasion, en mai 2015, la liste d'arbres remarquables était communiquée à nous. Votre livre est 2 ans après. Et j'ai pu raconter cette histoire que c'est un arbre remarquable, un des 250. Mais dans l'entretien, vous n'avez pas sollicité Locan, le service, parce qu'ils auraient pu vous aider pour la mise en place de l'arrosage, notamment pour la gage. Oui, oui, la taille et puis. Ouais. Non, non. Mais c'est pour ça. Je vous invite de simplement prendre le bus route jusqu'à le terminus douane et vous savez, vous voyez là un arbre remarquable. Merci. Merci. Question ici.
Merci pour votre exposé, c'est passionnant. J'espère que vous reviendrez pour développer encore tout ça, ça nous intéresse beaucoup. J'avais une question. Comment vous faites pour suivre la santé des Micro. Comment vous faites pour suivre la santé des arbres? Est-ce que vous avez des techniques particulières? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est comment vous évitez les conflits entre les arbres et les constructions humaines souterraines? Ah bon, on les évite pas? Donc, vous parez aux problèmes quand ils se présentent. Bah, écoutez, on essaye. Il y a des directives qui sont là pour exiger un certain nombre de mesures qui sont plus ou moins respectées. Et aujourd'hui, ça devient quand même très sévère. Et vous comprenez, quand un arbre, on menace un promoteur d'une amende de 50 000 francs puis qui construit pour 12 millions d'immeubles, ils s'en foutent. Et donc, après, c'est un peu compliqué. Là, ça s'est un peu calmé parce que si on passe outre et puis qu'on coupe quand même l'arbre, bah, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt de reconstruire à Genève. Votre dossier, il passera derrière la pile. Quand il passera à Locan, ils se rappelleront du nom du dossier. Et puis voilà. Donc, évidemment que ce n'est pas très officiel, ça, mais c'est la réalité. Maintenant, les directives, elles sont là pour être appliquées. À un moment, il faut effectivement aussi construire pour accueillir les gens. Alors là, c'est une autre question, c'est une question politique, c'est pas du tout la question de l'arbre. Ce que je trouve bien, c'est qu'aujourd'hui, on connaît un peu mieux ce qu'il faut pour qu'un arbre y pousse. Mais quand on regarde un arbre, ce qu'il faut vous dire, c'est que la couronne, eh bien, dans le sous-sol, il y a le même volume. Donc, quand on regarde les arbres en ville, on voit bien que leurs 2 mètres carrés ou 4 mètres carrés au pied, que je pense à Georges Favon, ils n'ont jamais le truc, ils n'ont jamais le volume de la couronne. Alors, Georges Favon, sur les quais, on les taille, on maintient. Alors, ils poussent autant, hein, parce que si vous regardez le platane de la place du Cirque, il va faire 1,5 cm par année sur l'ensemble de sa couronne. Alors que le platane qui est taillé sur le quai Gustave Ador, il va faire des branches de 2,50 m entre juin et mi-août. Et si on calcule la surface foliaire des deux, elles se ressemblent. Donc au niveau de la croissance, de l'assimilation, de la photosynthèse, ça se tient. Évidemment, on ne peut pas faire ça partout. On peut faire ça partout. Et voilà, puis aujourd'hui, s'il y a de l'argent pour aménager la plantation, c'est bien. Mais ça ne sert à rien de planter un cèdre à 3 mètres d'une façade, ou un séquoia, ou même un marronnier. Quand ils ont à peu près une circonférence, ou bien disons un diamètre de 20 mètres, vous plantez au minimum à 10 mètres. Aujourd'hui, le problème, c'est que les parcelles, avec une villa, le jardin, il fait 100 mètres carrés. Le platane de la place du Cirque, il fait 700-800 mètres carrés projetés au sol. On pourrait faire des villas et des petits jardins, là, hein. Mais pour dire que, voilà, aujourd'hui, au niveau des pépinières, il y a une offre d'arbres, je ne vais pas dire nains, mais de variétés à moindre développement, tout aussi ornementaux et beaucoup mieux adaptés au jardin d'aujourd'hui. On n'est plus chez Boissier qui avait un jardin qui allait du haut de Budé jusqu'au lac. C'est fini. Alors la santé, alors il y a un paysagiste de Vevey qui a développé tout un système avec des sondes sur les arbres. Ça coûte un certain prix. À mon avis, les communes peuvent se le permettre. Mais l'interprétation de ces chiffres, elle demandera toujours un homme qui s'y connaît ou une femme qui s'y connaît, un jardinier, une horticultrice. Donc, moi, par exemple, j'avais 4 techniciens arbres dans le service qui sont encore là, hein. Moi, je suis parti à la retraite, mais eux, ils y travaillent encore. Et je leur disais que c'est à eux de voir. Ils ont l'histoire de l'arbre, généralement, ils connaissent. Et c'est à eux de sentir quand ça va mal aller. Mais des fois, même qu'on ne peut pas le sentir. Quand il y a eu l'ouragan de 91, Lothar, décembre, ou ouais, décembre 99, en ville, il y a des tas d'arbres, je savais qu'on devrait les enlever. Pour des raisons XY qu'on n'a pas fait. D'autres, j'étais sûr qu'ils allaient résister. Avec Lothar, qui arrivait avec des vents de 220 km à l'heure, il y a des arbres qui sont tombés, j'aurais jamais pensé qu'ils allaient tomber. Et d'autres qui ne sont pas tombés. Donc ça restera une science inexacte. Souvent, les experts, on est appelés pour dire pourquoi l'arbre est tombé. Une fois qu'il est tombé, ça fait des dégâts. Alors, ouais, on reconstruit l'histoire de l'arbre, mais c'est compliqué. Et parce que quand on dit avant, c'est dangereux,
Ben, personne ne veut l'entendre. Mais après, tout le monde veut trouver un responsable. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Vous avez... D'accord. Vous avez parlé du parc Tremblay. Je voulais juste faire un clin d'œil aux élèves de l'école qui, aujourd'hui et toute la semaine, sont dans le parc et étudient les arbres avec leurs essences. Ils vont ramasser, ils vont faire des photos. Ah, très bien, quand moi j'étais à Tremblay, donc dans les années 60, on allait sortir pour voir les moutons. Il y a monsieur, monsieur, vous avez encore autre question? Voilà. Non, il est juste devant moi. Alors. Merci. C'était plus statistique sur ces 10 ou 20 dernières années. Combien d'arbres sont abattus? Combien d'arbres sont plantés? Et d'autre part, combien le service des arbres coûte à notre portefeuille? Alors, le service des arbres, écoutez, c'est. Là, c'est le service des arbres et forêts, c'est ensemble. Ça fait 12 collaborateurs. Sur un budget de 6,5 milliards. Je pense que ce n'est pas beaucoup. Maintenant, combien d'arbres ont été coupés, c'est compliqué à savoir parce que la statistique, elle devrait être précise, mais on ne sait pas tout. Et je dirais que, par exemple, ce que je me souviens de la ville où j'étais, on coupait entre 80 et 100 arbres par année et on essayait d'en replanter entre 150 et 200. Mais quand je dis qu'on essayait d'en replanter, c'est que j'avais envie que ces arbres, 5 ans après, ils sont encore là. Aujourd'hui, quand j'entends qu'on plante 300 arbres, ces arbres, l'été, il faut les arroser. Ou alors on plante des brindilles de 50 cm qui ont 3 ans, comme en forêt, parce que lui, il va se débrouiller. Et si vous plantez un arbre qui fait 5 mètres avec un tronc de 10 cm, avec une motte qui fait 60 cm, avec un minimum de radicelle, même s'il était préparé en pépinière, il faut chaque semaine lui amener 100, 150 litres d'eau. Alors, si on a 150 arbres pour faire ça, il faut une dizaine d'équipes avec un petit véhicule qui tournent et qui font que ça, puis ils regardent l'eau couler. Ça ne sert à rien de venir avec un jet d'incendie pour que l'eau elle pénètre gentiment dans le sol. Donc, c'est très compliqué. Donc, moi, je préfère qu'on m'annonce moins d'arbres, mais qu'on les suive. Bonjour, merci. J'aimerais avoir une explication peut-être plus plausible que celle qu'on nous avait donnée quant au parc de la Grange. L'allée entre Fontenay et qui va à la maison au centre du parc Lagrange, on nous avait dit que c'était pour améliorer la perspective. Et on est toujours en train de ne pas comprendre. Ils ont coupé plein d'arbres le long de la grande allée, replanter d'autres arbres qui ne changeaient rien du tout à la perspective. Donc on s'est toujours demandé, mais pourquoi ils ont fait valoir cet argument de perspective alors que l'allée n'arrive pas sur la maison. La maison, on ne l'a pas déplacée, l'allée, on ne l'a pas déplacée et on a changé des arbres, on n'a jamais rien compris. On a demandé aux jardiniers qui nous ont dit, mais oui, c'est comme ça. Personne n'a pu nous répondre. Ah, ben quand vous avez une route droite, vous avez une perspective. Mais il y avait déjà une perspective. Donc, Absolument. les arbres Absolument. et d'en mettre d'autres. Est-ce que Ouais. vous avez une explication à ça? Pourquoi ils ont coupé ces arbres pour en remplacer par d'autres? Quand j'étais à la tête du SEV, il y avait l'ancien, enfin mon prédécesseur, M. Auberson, qui était le chef des parcs entre les années 50 et 72, avant M. Babel. Lui, il avait planté des bouleaux par 3 sur toute l'entrée du haut du parc. Les bouleaux, quand ça tient 40-50 ans, c'est une espèce pionnière, donc elle est développée pour occuper le terrain rapidement, puis faire de la place pour les arbres qui dureront plus longtemps. Ces bouleaux, quand moi j'étais là, ils arrivaient au bout. Donc on a planté des tilleuls. Et puis après, ils ont estimé qu'il fallait. Après, moi, je n'étais plus là, puis ils ont estimé qu'il fallait planter autre chose. Je ne peux pas très bien vous dire pourquoi, mais la perspective de l'entrée, je trouvais que c'était mieux d'avoir une rangée de 2 troncs que des bosquets de bouleaux. Alors, je me disputais un peu avec M. Auberson, qui avait 80 ans, qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi, mais je disais que c'était très bien, au moins il avait planté, et qu'il devait admettre que ces arbres, ils n'allaient pas venir aussi vieux que lui, et qu'il fallait les enlever, puis les changer. Alors voilà, ce qu'il a admis, hein, mais. Aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer, mais les perspectives, c'est vrai que dans le paysagisme, dans l'aménagement d'un parc, c'est important. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on plante des arbres partout sur toutes les pelouses. C'est dommage. Il faut garder ces ouvertures.
Quand je suis à Jussy, j'attends pas qu'on me fasse des ouvertures. Il y a des clairières, c'est tout. Et quand je suis aux eaux vives et à la grange, je veux qu'il y ait des ouvertures. Ouais, ben, je sais pas qui c'est qui parlait de ça, mais. Ouais, je sais pas qui c'est qui parlait de ça, mais c'est vrai que sur Lagrange, on a eu des discussions parce qu'il y avait une historienne qui voulait tout refaire comme en 1750. Alors ça me plaisait moyennement parce que je lui disais, mais on en est en 2010. Oui, bonjour. Mais- Bonjour. Je vous remercie pour votre très intéressant exposé. Justement, j'ai une question un peu intéressée. J'habite à Collonges-Bellerive et j'ai un cèdre que je pense est un cèdre bleu chez moi qui fait entre 12 et 15 mètres. Et il a la place pour se développer, il est à son aise. Mais, Ça commence bien. ouais, mais par contre, on ne l'entretient pas. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas du tout les branches. Ça, il y a toujours des branches mortes, etc. Est-ce qu'il y a des conseils et une assistance possible de l'OCAN? Voilà. Ah ben, ils sont là pour ça. Le problème, l'arbre de 12 mètres, c'est un jeune arbre. Oui, je sais ça. Et On le l'a jeune, déjà dit. ben là, on ne va pas intervenir. Il peut vous donner un conseil, mais vers Collonges, il y a des élagueurs. Non, mais Parce que est-ce qu'il faut le tailler ou on peut le laisser comme ça il faudrait que je le voie, mais ouais. disons, ce qui se passe, c'est que l'arbre, si on ne le taille pas, les branches qui n'ont pas de lumière, elles vont sécher. L'arbre, il se défait des branches qui ne servent à rien comme ça. L'intervention du jardinier, c'est que justement, il rééquilibre et qu'il fasse en sorte que toutes les branches qu'on veut garder, elles aient de la lumière. Donc, on en supprime certaines pour voilà, rééquilibrer la charpente. Sur un cèdre, c'est relativement facile, mais surtout s'il fait 12 mètres, il n'y a pas encore besoin de cordes et puis de grimper et autres. On peut faire ça depuis en bas avec un échenilloir un petit peu, quoi. D'accord, merci. Mais si effectivement vous avez envie, faut demander un avis d'un paysagiste ou d'un jardinier. Une question de plus ou on va s'arrêter là? Ce n'est pas le cas. Bon, vous avez vu, la discussion a été animée. Merci encore pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup.